Situation appelant à la prudence. Participation d'un tiers à un entretien. Un département a été condamné par le juge administratif parce qu'une assistante sociale a fait participer un tiers à un entretien dans le cadre d'une enquête visant le retrait de l'agrément d'une assistante maternelle. Toutefois, dans certains cas, cette participation peut être prévue par les textes, par exemple l'article L223.1 alinéa 1er du Code de l'action sociale et des familles en matière de protection de l'enfance. En pratique, il est admis une certaine souplesse. Par exemple, si la présence du tiers apparaît sinon indispensable, du moins souhaitable dans l'intérêt de l'usager. Par exemple, cela peut être le cas si l'usager ne parle pas le français. Il peut alors être utile que l'échange avec le travailleur social puisse être traduit. À défaut d'interprète assermenté, la traduction par un proche est parfois préférable à rien du tout. Encore ne faut-il pas avoir de doute sur la qualité et surtout la sincérité, donc la fidélité de la traduction. La situation est comparable à celle d'un médecin qui reçoit une personne très âgée accompagnée par un descendant, ou inversement lors d'une consultation d'un adolescent accompagné par un parent. En principe, le tiers n'a pas à assister à la consultation. En pratique, l'intérêt manifeste du patient, a fortiori s'il demande la présence du tiers, peut conduire le médecin à accepter sa présence. Évidemment, si ce tiers n'apporte rien à l'entretien, voire peut être nuisible, par exemple parce qu'il fait pression sur l'usager, le professionnel lui demandera de ne pas y assister, ce qui est parfois délicat. Citation à comparaître. L'article 109, alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose, je cite, « Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226.13 et 226.14 du Code pénal. » Fin de citation. Il n'est pas rare qu'un travailleur social soit cité à comparaître comme témoin lorsqu'un usager est mis en cause dans une procédure pénale. Autant un médecin invoquant le secret médical sera généralement entendu, autant le travailleur social risque d'avoir plus de difficultés à convaincre l'officier de police ou le magistrat, surtout si ce travailleur social est fonctionnaire. Dans ce cas, on lui opposera éventuellement l'article 40 du Code de procédure pénale, dont la rédaction donne effectivement à penser qu'il transforme tout fonctionnaire en informateur de police ou de justice. Nous verrons dans la partie de cette formation consacrée au signalement qu'il ne faut pas céder à cet argument. D'ailleurs, l'article 109 du Code de procédure pénale dit bien que si comparaître et prêter serment sont obligatoires, déposer, donc parler, doit se faire sous réserve des articles 226.13 et 226.14 du Code pénal. Rappelons que l'article 226.13 sanctionne la violation du secret professionnel par celui qui en est dépositaire. Quant à l'article 226.14, que nous étudions dans la partie consacrée aux limites du secret et au signalement, il autorise et non pas oblige les professionnels habituellement astreints au secret à s'en affranchir dans certaines hypothèses. On peut y ajouter les dispositions du Code de l'action sociale et des familles sur les IP et les signalements en matière de protection de l'enfance. Certes, une comparution n'est pas un signalement, mais on peut considérer qu'il n'y a pas de raison de ne pas témoigner lors de la comparution si les faits concernent la protection de l'enfance. Dans d'autres hypothèses, comme la violence conjugale ou la maltraitance de personnes vulnérables, le professionnel astreint au secret a en principe le droit de se taire, puisque l'article 226.14 l'autorise à révéler. Mais quel intérêt aurait ce mutisme si ce n'est faire obstacle à la bonne marche de la justice? En revanche, si l'on dépose, il faut toujours se limiter à ce qui est strictement nécessaire à l'objectif poursuivi. Si par exemple, les problèmes conjugaux, sanitaires ou financiers de la personne mise en cause sont sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés et ne feraient pas avancer l'enquête, ils conservent leur caractère secret, même à l'égard d'un officier de police ou d'un magistrat. Secret de Polichinelle. Dans un arrêt du 16 mai 2000, la Cour de cassation jugea que la connaissance par d'autres personnes de faits couverts par le secret ne leur enlève pas leur caractère confidentiel et secret. Partage d'informations à caractère secret hors cadre légal. Le secret partagé, comme on dit souvent,
n'existe pas de manière globale. Seules certaines informations